Salut la team, on est enfin arrivé à l'hôtel Cincinnati où Monsieur Sylvain Fautsing devrait déjà être en train de nous attendre. En attendant qu'il nous rejoigne, je pense qu'on va entrer directement dans les locaux. Vous me suivez? Bonjour madame. Bonjour madame. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Sylvain Fautsing. Il est déjà là? Pas encore. C'est de la part de qui? Madame Grace Ngombei de Penser Entreprendre. Ok, je vais le joindre. D'accord. On attend. Allô monsieur? Oui monsieur, bonjour. Il y a madame Grace Ngombei qui est là devant moi. Elle dit qu'elle a rendez-vous avec vous. Ok. D'accord monsieur. Ok. Entendu monsieur. Vous pouvez l'attendre. Il arrive dans 10 minutes maxi. Ok, d'accord. Prenez place. D'accord, merci beaucoup. Avant d'être un entrepreneur, Sylvain Fautsing, c'est un père, un époux et surtout un Camerounais qui a à cœur le développement de son pays. Il laisse derrière lui toute sa famille pour revenir implanter un projet en hôtellerie au Cameroun. Tout à l'heure, vous découvrez davantage sur lui. L'hôtel Cincinnati, dont il est le patron, est un cadre dont les chambres sont à la hauteur d'une clientèle en quête de quiétude, mais surtout d'un luxe raffiné. Les chambres hautement équipées, toujours à votre disposition, mais surtout un parking spacieux, un bar-resto. L'hôtel Cincinnati de Sylvain Fautsing est un établissement dont il est fier et qu'il souhaite mettre à disposition des Camerounais pour créer davantage d'emplois. Bonjour la team de iMedit. Merci de nous retrouver encore sur notre chaîne pour un nouveau numéro de votre programme. N'oubliez pas de commenter, liker et surtout partager. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'hôtellerie avec quelqu'un qui en impose. Il s'appelle Monsieur Sylvain Fautsing. Avant d'être un hôtelier, c'est d'abord quelqu'un qui a été un intellectuel et qui un jour a quitté le Cameroun mais a décidé de revenir changer tout sur la terre de ses ancêtres à son échelle. Monsieur Fautsing, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Oui, très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Sans plus tarder, on va rentrer un peu plus en profondeur dans le vif du sujet. Notre programme iMedit, vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous êtes un homme accompli. Vous continuez à faire grandir votre empire. Mais si on commençait par parler de vos débuts, quelle a été votre enfance? Bon, je vous remercie d'abord de l'intérêt que vous portez à l'hôtel Cincinnati. Bon, comme tout jeune Camerounais, j'ai fait les études. Je suis allé à l'université. Bon, vous savez que l'État ne peut pas employer tout le monde. Absolument. Donc, c'est comme ça que je me lance dans l'informel. C'est-à-dire, quand on parle de l'informel, c'est vendre un peu tout. Et je me suis constitué un petit capital. Et c'est ce capital-là qui a fait que je me jette à l'aventure. Je parte à l'extérieur. Donc, c'est de l'extérieur que j'ai pensé, j'ai travaillé, je me suis fait un peu d'argent et j'ai pensé au Cameroun. Ok, et si on parlait justement des études que vous faisiez, qu'est-ce que vous étudiez au moment où vous avez décidé de quitter le Cameroun? Je faisais la biochimie, donc j'ai une licence en biochimie. Alors, vos parents voyaient en vous un futur, genre dire un médecin peut-être? Bon, nous sommes en Afrique. Hein. Malheureusement, je perds mon père quand j'ai 14 ans. Hein, et ce qui fait que je me bats comme tout jeune Camerounais dans la rue, puisque je parle de l'informel. Vous deviez donc vous occuper de votre maman, de vos frères et sœurs? Bon, il y a la famille africaine, on s'occupe un peu toujours de tout le monde. Parce que, bon, je sors d'où? Je sors de l'ouest Cameroun. Quittant de l'ouest, venir à Yaoundé. C'est déjà... un grand déphasage. Un des grands déphasages. Je suis avec mes oncles qui s'occupent bien de moi. Et j'ai appris à côté de mes oncles comment faire le business. Donc mes oncles m'ont beaucoup aidé.
Je dis dans le business parce que déjà, étant à l'université, dans la recherche d'une vie meilleure, c'est-à-dire je partais déjà au Nigeria, au Bénin, acheter les petits trucs pour revendre, pour survivre. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et lorsque vous quittez le Cameroun, on s'imagine bien qu'arriver aux États-Unis, ça n'a pas été facile d'un seul coup. Vous avez dû recommencer vraiment du tout début. Quelle a été votre force? Où est-ce que vous avez trouvé la motivation de continuer à vous battre? Oui, mais quand vous quittez du Cameroun, hein, puisqu'on parle du Cameroun, en aventure, c'est-à-dire, moi je me dis toujours que si j'avais les infos des États-Unis, peut-être je n'irais pas. Ça n'aurait pas été votre choix. Ouais, si on m'avait vraiment expliqué. Parce que quand vous avez le visa, vous croyez que le visa vous donne droit à travailler. Absolument tout. Mais le jour que j'arrive aux États-Unis, le monsieur qui me reçoit, le lendemain, je dis est-ce que je peux aller travailler? Il me regarde comme ça là. Je dis que mais peut-être je suis fou. Ce doigt m'explique que pour travailler, il faut le permis de travail, tout ça. Mais tu vois que tes petites économies, tu as tout ça mis en l'air. Donc c'est un peu ça. Mais à la fin, avec la foi, on arrive. Donc bon, je me suis battu pour me régulariser. Je me suis régularisé. Bon, mais ce qui te motive, hein, c'est-à-dire quand tu arrives, tu te souviens. En fait, moi, dans ma vie, je me suis toujours souvenu d'où je viens, d'où je sors. Donc, c'est la clé. Bon, mais si tu vois d'où tu sors, tu peux projeter d'où tu es en train de partir. C'est-à-dire toujours penser ta vie au Cameroun, penser à ta famille et voilà, avoir la foi et continuer, quoi. Donc. On parle justement du Cameroun, votre pays que vous aimez tant, puisqu'en 2004, vous décidez de revenir ici et de vous lancer dans l'import-export. Et à ce moment-là, quelles étaient les marchandises que vous faisiez transiter entre l'extérieur et le Cameroun? Bon, mais une rectification. En 2004, je ne décide pas de rentrer au Cameroun parce que je vis toujours aux États-Unis. Vous êtes toujours aux États-Unis, d'accord. Aux États-Unis. Bon, mais de par mes multiples affaires, donc je suis obligé de venir au Cameroun. Et encore, je suis aussi quelqu'un qui... parce que ma femme vient de l'Europe, elle sort de l'Europe. Elle a vécu une partie de sa vie en Europe. Donc cette transaction-là, Europe, Cameroun, États-Unis, oui, c'est en 2004 que je décide de faire les affaires avec le Cameroun. Je me lance dans l'importation. Ouais, c'est en 2004. À ce moment-là, on va dire que le régime fiscal camerounais était encore un peu souple. Est-ce que c'était déjà facile? Est-ce que tout marchait comme vous vouliez? Non, mais quand vous aimez votre pays, tu n'as pas besoin de penser seulement à ta petite personne. C'est-à-dire tu vois les choses grandes. Un peu plus grand. C'est-à-dire quand tu aimes ton pays et que tu as laissé une famille au Cameroun et que tu as laissé les amis et qui n'ont pas de boulot, tu veux faire quelque chose pour tes amis, c'est-à-dire pour créer les emplois. Ok, leur apprendre à pêcher, mais ne pas leur donner du poisson. Oui, mais ouais, parce que c'est facile. C'est-à-dire, moi, dans ma philosophie, c'est que quoi? C'est-à-dire, c'est apprendre à pêcher. Parce que si tu envoies le mandat chaque mois, ils se contentent de ça, ils sont dans une position confortable de demandeur. Ouais, donc je suis plutôt celui qui préfère venir t'apprendre à pêcher. C'est-à-dire, je viens avec des marchandises, je te donne, et tu vends, tu te fais le profit. À ce moment, tu gagnes en expérience. Donc, c'est un peu ça, ma philosophie. Mais ça ne veut pas dire que, en cas d'urgence, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est malade ou bien un enfant qui va à l'hôpital. Alors, quand vous êtes revenu, forcément, quelques années se sont écoulées. Pas mal de choses ont changé au Cameroun. Quelles ont été les premières difficultés auxquelles vous avez été confrontés dès le début de vos affaires? Il y a, puisque je fais dans l'importation, il y a ce problème de la douane. Déjà. Parce que si tu envoies une marchandise, il faudrait que tu gagnes, c'est-à-dire avoir un profit. Ça commence au niveau de la douane. Ce qui fait que si tu échoues en douane, ça veut dire que tu vas perdre dans la vente des marchandises. Et la douane camerounaise, là, il y a ce qu'on appelle les déclarants. Si tu tombes sur un déclarant, parce que souvent on accuse l'État. Moi, je pense que ce n'est pas toujours l'État, bien que l'État, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Donc le déclarant peut te dire que la marchandise c'est tel montant, alors que c'est faux. Donc, mais la douane camerounaise est chère, hein, parce que je suis là avec les Nigérians, les Ghanéens, les Burkinabés, que leur douane est la moitié de la douane camerounaise, même les un tiers. Si nous on paye 8 millions, ils vont être à 2 millions. Et nous achetons les mêmes marchandises. C'est-à-dire, plus la douane est chère, plus le prix de la marchandise au niveau du consommateur aussi. Ouais, ça augmente. Donc, si l'État pouvait faire quelque chose, je dis, par rapport à la douane, c'est que ça devait arranger tout le monde. Bon, mais je ne sais pas, peut-être que l'État aussi, ça parle d'obligation. Je ne suis pas là pour tirer sur l'État. On ne tire pas sur l'État, effectivement. On est là pour encourager. Si vous nous racontiez peut-être une anecdote d'un événement qui vous a marqué, qui a peut-être failli vous décourager dans votre carrière ou dans votre parcours. Bon, ma vie, je suis quelqu'un déjà avec... j'ai beaucoup de foi. Hein. C'est-à-dire, quand je dis que je veux faire telle chose, il faut que je fasse. Et vous mettez à fond. Ouais, c'est-à-dire, je me mets à fond. Si je veux faire un truc, il faut que je réussisse. Donc, pour moi, c'est le succès. Donc, moi, je ne vois pas... Il y a toujours les obstacles, comme je parle de la douane, mais que ça soit même la construction de cet hôtel. Moi, pour une anecdote, je n'ai pas un moment là. Moi, vous ne vous êtes jamais laissé décourager. Ouais, j'étais un peu, j'étais un peu découragé. Hein. C'est-à-dire, je veux venir au Cameroun. Je dis que bon, il faut qu'on me creuse parce que je voulais faire un truc moderne, comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire, il y avait un parking souterrain. J'appelle déjà tous les gens qui devaient faire ce travail-là. Et comme je prenais c'est-à-dire je voulais faire, ça me prenait la tête quoi, de faire ce que je pense qui vient à cœur. Donc j'arrive au Cameroun, on commence à creuser la terre. Pour la fondation. La fondation, on creuse. Je dis même sans consulter un architecte, sans voir le devis. Bon, parce qu'un ami m'avait dit que je pouvais faire le parking souterrain et faire la première dalle à 5 millions. Donc, je sors de l'avion dans l'optique de ça. Donc, on creusait toute la terre et la terre était déjà partie hein, parce qu'il y avait les tracteurs, les gens chargés dans les camions. On part, à la fin, on me dit que ce devis-là, c'est 45 millions. J'ai failli tomber, mais... À la fin, je me dis que les gens qui ont aussi fait les immeubles, et j'ai même rappelé hein, si on pouvait remettre ma terre. À ce point-là. Ils avaient déjà vendu la terre. Ils étaient déjà partis vendre la terre. Donc je devais faire comment? À la fin, je dis que moi, je suis un homme. J'ai 2 mains, je marche aussi, j'ai 2 pieds. Et voilà, donc j'ai dit qu'il fallait que je fasse. Et quand vous avez une grande vision, ce d'où Dieu intervient, vous donne encore plus d'opportunités. Ouais. Vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont donc soutenu, qui vous ont permis de vous relever de ce coup dur. Parce que passer de 5 à 45 millions, quand même, c'est pas... Mais à ce moment-là, quand le niveau était haut, c'est-à-dire la première dalle, on parle de la première dalle là, avec le sous-sol. Le niveau, je dis les gros œuvres, c'est-à-dire même sans crépi, sans tout, le niveau était élevé. Bon, face à une situation comme ça, tu mets les stratégies. Et c'est d'où... quand je retourne aux États-Unis, parce qu'il y avait déjà ce devis-ci, j'ai changé les stratégies de fonctionnement. Et peut-être que ça a payé. Donc c'est pour ça que l'hôtel est comme ça. Donc, c'est ça. Un bel hôtel, hein. Une clientèle aussi. Vous avez déjà commencé à fidéliser une clientèle ou... Ouais. C'est de l'année dernière, donc c'est petit à petit. Mais on ne se plaint pas pour un début. Parce que les Camerounais aiment ce qui est bien, dans tous les cas. Ah, ça, c'est sûr et certain. Tout à l'heure, j'ai constaté que vous parliez avec beaucoup d'admiration de votre épouse. J'imagine qu'elle vous a énormément soutenu. Comment est-ce que vous arrivez à concilier le monde des affaires, sachant qu'elle est de l'autre côté? Vous êtes ici, d'accord, vous faites des navettes, mais comment est-ce que vous arrivez à garder votre couple solide? Oui, mais parce que je l'aime elle-même. Et elle m'a toujours soutenu, hein. Vous savez, dans le couple, il y a cette affaire d'argent-là, parce qu'à la fin, ce que je fais, c'est pour elle et les enfants. Et les enfants. Donc, vraiment, parce que quand je viens au Cameroun, je peux faire taper 2 mois,
3 mois. Elle sait que je viens pour une bonne cause. Donc, elle a confiance en vous, elle vous booste. Et vous connaissez le pouvoir des femmes en Occident. Hein. Si tel n'était pas le cas, c'est que je ne serais pas ici. C'est que l'hôtel n'est pas là. Donc c'est aussi ça. C'est grâce aussi à ses conseils, à son travail de femme, que cet hôtel est... Donc, elle a beaucoup contribué. Alors, si vous avez donc un conseil, ou voire plusieurs conseils à donner à d'autres personnes qui, comme vous, veulent se lancer, qu'est-ce que ça serait? Non, mais c'est déjà de croire en soi. De croire en soi, de ne pas envier, c'est-à-dire d'être... de savoir d'où tu viens. Hein, parce que la vie, c'est te créer ta part de chemin. C'est-à-dire quand tu sais d'où tu viens, et à ce moment-là, tu sais d'où tu pars. Bon, mais si tu sors d'une... Et ça dépend des familles. Moi, déjà, je perds mon père quand j'avais 14 ans. Très tôt. Mais je vis où ici à Bastos? Je vis à Bastos, chez mon oncle à Bastos. Mais si je devais être suiveur des enfants de ministres, parce que c'était mes amis, hein, c'est que je ne suis pas la personne que je suis, mais parce que je savais d'où je sors. Mais tu vas aller sortir, boire les champagnes, et aller misérer à la maison, ils vont aussi te donner l'argent pour nourrir tes petits frères, nourrir toute ta famille, non. Donc moi je me dis que le vrai conseil, c'est que tout jeune doit savoir d'où il sort. Franchement, c'est fondamental. Tu dois, c'est-à-dire, si tu te retrouves aux États-Unis dans les belles voitures, il faut savoir que tu as laissé le Cameroun. Et le Cameroun est en train de se développer. Viens aussi, tu fais des choses pour tes frères. Tu apportes ta petite pierre à l'édifice. Moi, j'aurais préféré, avec tout cet argent que j'ai investi ici, mais être partout aux États-Unis, avoir la belle vie dans les plages. Bon, mais j'ai aussi pensé au mien, c'est-à-dire créer les emplois, donner le sourire à mes jeunes frères et sœurs, c'est-à-dire donner ce sourire-là. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire s'occuper aussi des enfants que tu ne connais même pas, parce que l'année dernière, j'ai recueilli pour payer ses études. Donc c'est ça, ça fait nous sommes les Bantous. Quand tu fais ça, ça fait la fierté. Parce qu'il y a un proverbe de chez moi qui dit que tu arrêtes la panthère, tu viens au village, on se partage. On se partage. Donc j'ai arrêté la panthère et j'ai financé au Cameroun. Et c'est ça le partage aussi. Tous les Camerounais, je paye les impôts au gouvernement, ça leur permet aussi de créer peut-être d'arranger les routes. Peut-être ça permet aussi de payer les fonctionnaires. Tu vois, donc je me dis que, comme le disait, et cet appel-là, c'est aussi le discours politique. Hein, parce que quand les dirigeants camerounais, je dis comme le président demande à la diaspora de venir investir, bon, c'est aussi ça, l'appel du président de la République, venir investir pour soutenir le Cameroun. Donc c'est ça un peu quoi. Alors, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Qu'est-ce que ça serait? Est-ce que vous regrettez votre choix aujourd'hui? S'il fallait refaire la même chose, sans hésiter, vous auriez choisi le même chemin encore? Ouais, c'est que j'aurais fait la même chose. Parce que je préfère ne rien avoir et de voir les gens sourire autour de moi. Et c'est ça, un homme. Parce que cet hôtel-ci, mais c'est pour les générations futures des Camerounais. Moi, je ne sais pas comment cet hôtel-ci sera après 100 ans. C'est-à-dire, pensons faire les choses pour les générations futures. Si je faisais ça aux États-Unis, est-ce que ça devait donner la même ampleur des choses? Je pense que mon ADN ici, au Cameroun, et j'ai fait ça ici, je ne regrette pas. Et encore, j'ai des enfants aux États-Unis. Bon, vous savez, le monde d'aujourd'hui, avec l'Internet, tout, mais ils seront contents de revenir voir ce que leur papa a fait. Et l'hôtel porte le nom de ma ville aux États-Unis, Cincinnati Hotel. C'est le nom de ma ville. Donc, même à partir de moi, il y a beaucoup d'Américains qui vont venir, ouais, parce que il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils viendront.
Ils viendront, je dis, pour visiter, pour voir ce que j'ai fait, parce que j'ai aussi beaucoup d'amis là-bas. Et ça sera comme un endroit de recueillement pour tous les gens venant qui vivent à Cincinnati. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Et donc, dans 5-10 ans, vous vous voyez où? Dans 5-10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Si Dieu continue à me bénir avec de l'argent, mais pourquoi pas appuyer toujours l'État en faisant en plus, peut-être je peux sortir même de l'hôtellerie. Et comme vous avez dit là, je fais dans l'importation. Donc ça veut dire que je bénis aussi beaucoup de familles, hein, parce que j'apporte, je viens avec des chaussures que je vends en gros, je viens avec des vêtements. Donc je fais ce qu'on appelle en anglais le micro-business. Micro-business. Ouais, ça veut dire à partir de moi, quand je vends un sac de chaussures en gros, vous savez combien de familles ça nourrit? Ça peut nourrir même 1000 familles, parce que celui qui vient prendre ce qu'on appelle le premier choix pour aller revendre, il revend et nourrit sa famille. L'autre vient acheter le gros. C'est-à-dire, on parle d'échelonnement. Ouais, ça va très loin. Hein. Ça peut quitter de Yaoundé, ça finit loin à Kribi, à Garoua. C'est-à-dire, c'est une chaîne. Ouais. C'est vraiment une chaîne. Ok, merci d'avoir honoré notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'était Monsieur Sylvain Footing. Il est hôtelier. C'est lui qui nous accueille aujourd'hui dans son local, Hôtel Cincinnati, situé à Mimboman Maïsur. Vous l'avez compris, une chose à retenir, n'abandonnez jamais. Continuez de croire en vos projets. C'est ici que prend donc fin ce nouveau numéro de iMedit. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, commentez, likez et surtout partagez. À très bientôt.